Au cours d'une manifestation impressionnante, le chef de Rex, Léon de Grelle, parle au Palais des Sports de Bruxelles à ses sympathisants et aux membres de la Légion Wallonie. Son discours développe principalement les notions acquises suite aux impressions ressenties au front de l'Est, au contact direct des soldats allemands. Il a dit notamment « Nous nous sommes retrouvés fils d'une même race, liés par un même passé fastueux, débordant de puissance et de grandeur. » Een goedenavond. Met deze ophefmakende verklaring luidde Léon de Grelle een nieuw stadium in zijn collaboratiepolitiek in. Meteen isoleerde hij zich nog meer van de rest van de Waalse bevolking. In Wallonië werden de collaborateurs inderdaad zo mogelijk nog meer gehaat dan in Vlaanderen. En daar is een reden voor. Un flamand collaborateur qui rejette l'État belge peut être considéré comme logique avec lui-même si en voulant créer un Dietsland, il collabore avec un ennemi de la Belgique. Mais pour l'immense majorité, pour 98% de la population wallonne, déclarer que la Wallonie doit s'intégrer au Reich allemand, c'est vraiment la trahison, ce qui fait que les assassinats seront plus forts en partie wallonne qu'en partie flamande. De aanslagen tegen Rexisten begonnen in september 1941. Toen ging het nog om geïsoleerde gevallen. Maar van 1942 af, toen de partisanen tot de gewapende actie overgingen, konden de Rexisten, en dat tot het einde van de bezetting, een lange dodenlijst aanleggen. Onder de slachtoffers bevonden zich zowel Waalse Oostfronters als Rexistische burgemeesters en gemeentesecretarissen, tipgevers van de Duitse politiediensten, Rexistische kaderleden en journalisten uit de collaboratiepers. En niet alleen zij. Et puis après, les massacres en masse dans les familles de nos soldats. Les femmes, les gosses, les vieux parents. Mais des centaines d'assassinats. Het neerschieten van Duitsers en van nog veel meer collaborateurs heeft samen met het plegen van sabotagedaden het militair bestuur in een aantal gevallen ertoe aangezet in totaal bijna 300 politieke gevangenen als gijzelaars terecht te stellen en nog veel meer anderen naar concentratiekampen weg te voeren. Na de geallieerde landing in Normandië in juni 1944 kenden de aanslagen een ware piek. In die maand, juni 1944 alleen al, werden over het hele land 42 leden van collaboratiebewegingen en Belgische medewerkers van Duitse diensten gedood. Daarnaast vielen nog eens 27 doden bij aanslagen op leden van militaire formaties, zowel Belgen als Duitsers. Bij wijze van voorbeeld 2 gevallen waarbij ook vrouwen en kinderen niet gespaard werden. Eerst het neerschieten in enkele dagen tijd van 5 dochters uit één en hetzelfde gezin uit de Borinage. Jean-Pierre de Dis, vous êtes le fils de Julia Wetteren qui, en juin 1944, a été tué avec 4 de ses sœurs. Vos grands-parents Wetteren avaient combien d'enfants? Mes grands-parents ont eu 15 enfants, dont 12 en vie. Et combien de filles, combien de fils? 8 filles, 4 garçons. Le 23 juin 1944, on a d'abord tué les 2 sœurs Julia et Jeanne. Donc Julia était votre mère. C'était à Wam, je crois. À Wam, oui. Dans quelles circonstances cette tuerie s'est effectuée? En pleine journée. Et il n'y avait pas de témoins. Donc, pas moyen de savoir qui l'avait fait? Non. Mais votre mère, Julia Wetteren, était mariée à Pierre de Dis, qui faisait partie de la garde wallonne. N'y voyez-vous pas un prétexte pour l'exécution de votre mère et celle de ses 4 sœurs? Oui, ça c'est bien possible. Hein? Étant donné qu'il faisait des visites constantes, régulièrement, en uniforme allemand, oui. Les personnes qu'il voyait ne pouvaient pas savoir que j'étais son mari et ont peut-être cru que c'était un Allemand. Oui. Ce même jour, du 23 juin 1944, 2 autres sœurs, Raymonde et Rose, ont été tuées à Flénu. Oui. Près du cimetière de Flénu.
Elles étaient parties pour chercher du lait pour moi. Du lait pour vous? Oui. J'avais 3 ans, aux environs de 3 ans. Oui. Et elles étaient parties en course pour me ramener du lait. C'était la guerre. Il fallait absolument trouver du lait. Oui. Raymonde et Rose avaient quel âge? 14 ans et Raymonde avait 14 ans. 13 ans, si je me souviens. Oui, 13 ans. 13 ans. 13 ans et Rose, 15 ans. Il semble que le fossoyeur de Flénu a entendu les auteurs de l'attentat sur Raymonde et Rose faire une réflexion, après avoir constaté que ces 2 jeunes filles avaient été tuées. Oui, d'après les témoins de l'époque, on aurait dit que c'était une erreur. Mais on n'en est pas sûr. On s'était trompé. Qu'on s'était trompé, il s'agissait d'une erreur. Enfin, la 5e fille, Elisabeth, a été tuée quelques jours plus tard, je crois, à Longueville, en France. En France, à la frontière. Juste passé la frontière, Une n'est-ce pas? dizaine de kilomètres. Ah oui. Mais pourquoi Elisabeth se trouvait-elle en France? Elle se trouvait en France, voyant qu'on avait assassiné 2 de ses sœurs, et puis encore 2 de ses sœurs. Elle a foutu le camp, elle s'est dit, on va me tuer aussi. Donc elle s'est cachée en France. Oui, monsieur de Dis, il y a peut-être une autre raison. Est-il vrai que Elisabeth avait fréquenté d'abord des jeunes résistants? Oui, c'est exact. Oui. Et surtout, est-il vrai que cette même Elisabeth a fréquenté par après des Allemands? C'est aussi exact. C'était quel genre de fille, cette Elisabeth? C'était une fille assez exubérante. J'ai entendu dire que cette Elisabeth était un drôle de numéro. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Un numéro. Elle aimait les hommes, quoi. Victor Laforge, de echtgenoot van de eerst omgebrachte Jeanne Wetteren, en die trouwens geweigerd heeft ons te ontvangen, heeft ons aan de telefoon verklaard dat 1 of meer dochters van het gezin Wetteren verkliksters waren geweest. Ook het blad van de gewapende partizanen Le Partisan eiste nog tijdens de bezetting 2 van de 5 aanslagen op. Ook Le Partisan noemde de 2 terechtgestelde dochters verkliksters. Na de oorlog werd door de familie Wetteren een proces ingespannen tegen verscheidene gewapende partizanen die bij name als de daders van de 5 dodelijke aanslagen werden aangewezen. Alors, qu'est-ce que ce procès a donné? C'était classé sans suite parce qu'il y a eu un tas de témoins qui se sont désistés lors du procès. Et c'était sans suite. Et qu'ils savaient, qui connaissaient les auteurs? Qui connaissaient les auteurs et qui étaient prêts à témoigner, et en dernière minute, qui se sont désistés. Dergelijke aanslagen met een gelijkaardig motief waren vooral tijdens de laatste maanden van de bezetting legio. Ofschoon de bezettende overheid het ritme van de gijzelaarsterechtstellingen opdreef, hadden die toch niet het door de Duitsers verhoopte afschrikkingseffect. Veel eer in tegendeel. Louis Franke is een Vlaming uit Scherpenheuvel die op 9-jarige leeftijd met zijn ouders te Fleurus was komen wonen. Nauwelijks 12 jaar oud ging hij in een glasblazerij werken en in de 30er jaren trad hij op als lijfwacht van de Grelle. Tijdens de oorlog werd hij eerst Waalse wachter, dan veldgendarm, om tenslotte in het Waalslegioen te belanden. Terwijl hij aan het front was, werd zijn vrouw in augustus 1944 doodgeschoten toen ze door het veld naar de tram ging om zich naar Charleroi te begeven. In haar handtas zat een cheque van 9000 frank van het Waalslegioen, een Russische revolver die ze van haar man had gekregen en niet in het minst een lijst van verzetslui om deze aan de Duitsers te verklikken. Hoewel menigeen in de streek en Louis Franke beide daders van de aanslag kende, het waren 2 verzetslui, zijn deze nooit gestraft geworden. Trouwens, voor Louis Franke heeft zijn vrouw niets meer dan haar verdiende loon gekregen, maar dan wel om heel andere redenen dan verklikking van verzetslui. Had jij geen kinderen, Louis? Ik had 2 kinderen. 2 meisjes. 2 meisjes, 1 van 10 jaar en 1 van 7 jaar. En waar waren die op dat moment? In school. Ah ja. En mijn vrouw ging groot. Ging groot? Wat is groot. dat?
Ah, was zwanger. Ah, Zwanger, ah ja. Zwanger van twee. een tweeling. Van een tweeling. Die niet van mij waren. Hoezo niet van u? Nee. Van wie waren die dan wel? Van een andere zwarte. Ah, van een andere collaborateur. Ja. En jij wist dat? Ja, ik heb dat ondernomen door mijn moeder en mijn broeder die naar mij schreven en de geburen. De geburen schreven ook naar mij. Dus die schreven dat ze dus met een andere liep? Ja, ja, ze met een andere. Terwijl jij aan het front waart? Ja. Heeft ze niet kunnen wachten? Oh, nee. Nee. Ja. Jij schijnt dat niet al te dramatisch op te nemen, hè? Jij schijnt dat niet dramatisch op te nemen. C'est pas un drame, on dirait. Ah, pour moi, non, pour moi, elle a été punie. Elle a été punie pour ce qu'elle a fait. Toch hebben de Rexisten langer dan de Vlaamse SS'ers van Robert Verbelen gewacht om tot de tegenaanval over te gaan. De vergelding op gijzelaars vond de Reksleiding blijkbaar niet voldoende. In december 1942 had de grelle van op het Oostfront in Le Périel geschreven: Nous avons appris à tuer bien et vite. We hebben geleerd goed en vlug te doden. En in het voorjaar van 1943 nam de Reksleiding zelf de eerste maatregelen tot zelfbescherming, omdat volgens haar en de Duitsers en vooral de Belgische magistratuur al te passief bleven. Quand nous sommes revenus du Caucase, il n'y avait pas encore eu de représailles. C'est-à-dire au Nouvel An 43. C'est après qu'il y ait eu des centaines d'assassinats. Et surtout qu'on ait vu l'impuissance, non seulement des Allemands, mais de la justice belge, qu'il a fallu organiser une opération vraiment de sauvetage, de salut public. Quand les magistrats ont assisté à ces premiers crimes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous de la même façon, le silence complet, ne pas oser bouger, une frousse épouvantable qui leur tombe un malheur ou l'autre sur la tête. C'est quand même aussi ça, une défaillance inouïe d'un des grands corps de l'État. Que tous les magistrats de la Belgique, où que ce soit, ont laissé assassiner des centaines de personnes sans remplir leurs fonctions. Fonctions qu'ils ont juré de remplir et pour lesquelles ils sont payés. Ils ont violé leur serment et ils ont empoché leur galette indûment. Et là, les grands coupables, je le répéterai sans cesse, c'est la magistrature. La magistrature belge a été la plus lâche qu'on ait connue dans notre histoire. Bij het verdedigen van dit standpunt en van de Duitsers en van de collaborateurs blijkt de grelle uit het oog te verliezen dat de Belgische magistratuur, in tegenstelling tot de grelle zelf, de politiek van de bezetter veel eer wilde dwarsbomen dan bevorderen. De meeste magistraten wensten geen verzetsluit te vervolgen, omdat ze zich met het oog op later vooral niet wilden compromitteren en de collaborateurs trouwens als landverraders beschouwden. Secretaris-generaal voor Justitie Schwind formuleerde treffend een standpunt dat door de meeste van zijn collega's en vele magistraten werd gedeeld, toen hij in juli 1943 zei: de bezettende overheid heeft zelf een vorm van misdadigheid in het leven geroepen. Ze moet ze dan ook maar bestrijden. De Duitse overheid en vooral de Duitse politiediensten schuwden zeker niet de medewerking van België bij de bestrijding van het politieke geweld, wel integendeel. In de zomer van 1943 besloot de Reksleiding tot de oprichting van een Département Sécurité et Information, Departement voor Veiligheid en Inlichtingen. Een afgekort DSI, een soort politieke inlichtingsdienst die hier in dit gebouw op het Roepenplein te Brussel was gevestigd. Een dienst die na verloop van tijd niets anders bleek te zijn dan een verlengstuk van de Duitse Sicherheitsdienst, SD, en van de Duitse Sicherheitspolizei, de SIPO. Het was niet eenvoudig iemand van het DSI voor de camera te brengen, want de kopstukken zijn ofwel na de oorlog terechtgesteld, ofwel overleden, ofwel onvindbaar. En van de nog in leven zijnde leden hebben wij één enkel kaderlid van het DSI bereid gevonden. Hij wenste wel onbekend te blijven. Geen Reksist voor 1943 viel hij bij het begin van de bezetting zonder werk en zonder inkomen. Bovendien werd zijn vrouw ziek
en ook mee om aan de verplichte arbeid in Duitsland te ontsnappen, werd hij midden 43 te Brussel door zijn vriend de cafébaas van Kutsem in contact gebracht met de chef van de territoriale kaders van Rex, een zekere Dupont, en werd hij zonder moeite retroactief lid van Rex sinds 1941 gemaakt. Non, j'avais rien, monsieur. C'est Van Kutsem qui a payé pour moi. Il a payé pour les timbres. Oui. Il a payé donc pendant 2 ans les timbres. Je crois que c'était 5 francs par mois. Vous savez, il y avait des cases pour mettre les timbres. On m'a rempli la carte. Le camarade Dupont là, a légalisé le truc, etc. et tout. Et on m'a donné la carte. Résultat, le Dupont en question m'a dit, vous allez aller de ma part au numéro 13 Place-Roupe et vous allez voir un certain Charles Lambinon. Place-Roupe, c'était le DSI. Numéro 13, c'était le DSI, ah, oui. N'est-ce pas, au numéro 13. Bon. Moi, à ce moment-là, DSI, on m'aurait demandé ce que c'était, on m'aurait coupé le cou, j'en savais rien du tout. Hein. Bon, je suis présenté au DSI, et j'ai été reçu par Charles Lambinon, chef du DSI. Et il m'a dit, voilà, dit-il, j'ai des bonnes recommandations chic vous concernant. Oh, oui. Déjà depuis 2 ans, membre de Rex. Oui, membre de Rex depuis 2 ans, évidemment, hein, vous pensez. Alors, ce type est acquis bien, etc. Bon, eh bien, vous pouvez entrer en fonction. Oui, fonction, moi je veux bien. Vous êtes libre quand? Je dis, quand vous voulez. Hein. Ben, vous commencerez demain. Hein. Et nous avons une brigade ici. J'ignorais le titre Z à ce moment-là. Nous avons une brigade. Et, mon Dieu, vous allez faire un essai pendant quelques jours, et puis on verra ce qu'on peut faire avec vous. Et pendant, je continue si vous permettez, pendant 8 jours, j'étais comme agent, tripotant dans des dossiers, etc. Puis au bout de 8 jours, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mais vous comprenez très bien, on va vous nommer, moi, Jean Binon, je vous nomme chef de brigade. Comme déjà, ça. Une promotion en 8 jours de temps. Après 8 jours? Oui, monsieur, en 8 jours de temps. Ça va vite, hein? Ah, j'étais peut-être plus malin que les autres, c'est possible, je n'en sais rien, on verra ça plus tard. 14 dagen later kreeg onze DSI-man opnieuw een promotie. Hij werd nu zelfs officier referendaris, waardoor hij rechtstreeks onder de chef van het DSI, Lambinon, kwam te staan. Maar wat was nu het precieze doel van dat département sécurité et information? Sécurité, à l'époque en question où je suis rentré, ça voulait dire sécurité de certains membres qui se sentaient menacés et qui auraient demandé d'avoir une aide, des gardes ou quelqu'un qui vienne près d'eux, soit de s'accompagner dans un déplacement ou autre, ou chez eux, à domicile. Information, parce qu'à l'époque, c'était ça le grand leitmotiv, surtout, je pense, n'est-ce pas, ou même je ne pense pas, j'en suis certain, c'est qu'il y avait certains rexistes qui étaient soupçonnés, et employant un mot vulgaire, de tourner kazakh. Et comme on se méfiait de cela et qu'on ne voulait pas les laisser aller trop loin, on voulait ouvrir des dossiers, fiches, informations à leur sujet. Pour une espèce de contrôle, si vous voulez. Mais n'y avait-il eu une autre phase encore, plus tard, disons, où ce n'était pas uniquement sécurité et information, mais encore autre chose? Mais oui, monsieur. Il y avait évidemment les vues de Lambinon, qui était de devenir un organisme de police. Ça, c'était son but intime, que je n'ai pas su au départ, mais qui s'est développé, disons déjà dès fin 1943, n'est-ce pas? Il avait un but, c'était d'arriver à avoir sa propre police, d'avoir, lui, ses autorisations pour procéder. L'autorisation de la part des Allemands? Des Allemands, bien sûr. D'avoir l'autorisation d'effectuer, comme des services de police, n'est-ce pas, des arrestations. De police secrète? Oui, appelons ça une chose. Et il a eu ces autorisations? Appelons ça non pas une police secrète, mais même un mot qui était employé à l'époque, n'est-ce pas, une police politique. In december 1943 organiseerde het DSI samen met de veldgendarmerie een eerste grote razzia te Hoei. 1 verzetsman werd gedood, 26 anderen werden aangehouden en aan de Duitse politie overgeleverd. In april 1944 nam het gehele DSI, toen een 78 man sterk, deel aan een grootscheepse razzia tegen het verzet in de streek van Chimay, samen met het geheime veldpolitie, met de veldgendarmerie en een hele weermachteenheid. Voor de gelegenheid waren de DSI-leden in een feldgrauw uniform gestoken. 8 verzetslui werden gedood, 33 anderen werden aangehouden. Bovendien werden enkele geallieerde piloten die in de bossen verscholen zaten door Duitsers en door een compagnie van de Waalse wacht spijt alle mogelijke oorlogswetten ter plaatse afgemaakt. Comment expliquez-vous que le DSI est devenu un appareil policier
au service des polices allemandes et que le DSI a effectué. J'ai ici des chiffres entre le 1er janvier 1944 et le 30 juin 1944. Un total de 492 arrestations, dont des résistants, des réfractaires au travail obligatoire, ainsi que des juifs. Comment expliquez-vous Oui, ça? mais écoutez, le nombre, vous l'avez calculé, je ne l'ai pas calculé. Bon, je le prends. L'ambition de Lambinon était d'établir une police qui aurait eu une autonomie, en quelque sorte son autonomie, qui pouvait donc travailler seule, sauf avec l'avis des Allemands, ce qu'il n'a pas toujours fait, mais arriver à s'implanter dans la vue d'une position auprès du gouvernement allemand par la suite, et être vraiment bien placé pour la distribution du gâteau après. Oui. Je m'entends quand je dis ça, hein, ça veut dire... oui. Enfin, un jour, il nous a d'ailleurs dit, ça a provoqué quelques rires, messieurs, nous risquons de devenir quelque chose. C'était une question de se mettre en vedette et d'obtenir, n'est-ce pas, une position qui aurait été, en cas de victoire, qui aurait été forte. N'est-ce pas? Vous savez, le gars, vraisemblablement, il ne me l'a jamais confié, mais il visait un poste d'un genre de ministère de justice ou l'histoire comme ça, où il aurait été le grand Manitou. Le ministère de police. Oui, oui, si vous voulez, oui. Police d'État, ou appelons ça comme nous voulons. Hein. Oui, oui. Het DSI was ingedeeld in regionale brigades stoottroepen eigenlijk, die over heel Wallonië en te Brussel optraden. De meest beruchte was ongetwijfeld de Brigade Z van Brussel. Haar zetel was gevestigd in hetzelfde gebouw als deze van het DSI op het Roepenplein te Brussel. De Brigade Z werd geleid door François Deby, die ons een interview weigerde. Begrijpelijk wellicht, want personen die door de Brigade Z waren aangehouden, werden hier zwaar mishandeld. Mais vous parlez uniquement d'arrestation. Il y avait encore autre chose. Hein. Quoi donc? Mais il y a plusieurs cas où à la place Roupe, l'endroit où se trouvait le DSI et la Brigade Z, dans les caves. Qu'est-ce qu'on a fait là, dans les caves? Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui avant d'être interrogés ont été dans des cellules en bas. Hein. Oui, c'est tout. Bon. C'est tout. C'est tout. Vous voulez dire qu'ils ont été interrogés d'une manière musclée, peut-être? C'est de ça dont vous voulez parler? C'est un euphémisme, ça. Hein? Oui, c'est un euphémisme, oui, d'accord. On appelle ça autrement. Oui. Vous voulez dire qu'ils ont été torturés? Oui, c'est le mot que vous voulez dire? Oui. Oui, il y a eu quelques cas. Oui. Il y a eu quelques cas, monsieur. De leden van de Brigade Z, zoals trouwens hun collega's van de andere brigades, waren van een zeer bedenkelijk allooi en hadden meer dan eens heel wat op hun kerfstok waarvoor ze bij DSI een veilig onderkomen hadden gevonden om zich al dus aan vervolging te onttrekken. Au point de vue niveau intellectuel, c'était pas des gens qui auraient pu rentrer comme chef de bureau, comme, enfin, entendons-nous de leur niveau intellectuel, hein, il était bas. Sauf des exceptions, hein, il y a eu quelques exceptions quand même, hein, n'allons pas jusque tout à fait au bout de ça. Bas, vous dites. En dessous de la moyenne. Vous êtes prudent. Hein? Oui, je suis prudent. Oui. Je l'ai toujours été. Oui. Ça m'a pas porté chance. Peut-on dire que parmi ces gens des brigades, il y avait beaucoup d'opportunistes? Oui, je pense qu'il y avait au moins 50% d'opportunistes dans l'histoire. Et je suis faible probablement, je suis en dessous de la vérité, mais je ne veux pas exagérer non plus. Des aventuriers? Ça, il n'en manquait pas. Il revolverisait des gens, pour la bonne raison que j'ai vu un jour de Bille avec son revolver, avec des crans taillés dans la crosse, soit des gens qui l'avaient abattu. Oui. Des crans taillés dans la crosse de son revolver. Ça, je l'ai vu, oui. Malgré que nous n'étions pas en contact avec eux. Et vous savez, un jour de réunion d'état-major, un chauffeur qui se trouvait dans un coin comme moi, par exemple, je ne vais pas dire que j'étais curieux, mais j'ai vu un jour qu'il présentait son revolver comme un
un canon DTCA, chaque fois qu'ils avaient abattu un avion, mettaient un cercle autour de leur canon. C'était la même chose. Oui. Hein, c'est ça que je veux faire dire. Mais si je comprends bien, il y avait donc des sanguinaires parmi les rexistes. Des hommes qui se faisaient une joie de tuer. Ah oui, sûrement. Ils conduisaient ces gens chez eux et c'était vraiment hermétique et ils tapaient dessus. Oh oui, sûrement. Hein, parce ici à la Place Roep. Ici à la Place Roep, oui. Het DSI beperkte zich evenwel niet tot aanhoudingen en mishandelingen. In augustus 1943 pleegden leden van de Luikse DSI-brigade een drievoudige moord. De slachtoffers waren een liberale volksvertegenwoordiger, een politieinspecteur en een onderwijzer. Deze liquidaties dienen ongetwijfeld hiermee in verband gebracht dat tevoren Waalse legioenssoldaten of hun familieleden in het Luikse om het leven waren gebracht. De daders van de 3 dodelijke aanslagen te Luik, de zogeheten bende van Pirmolin, werden door de Belgische politie aangehouden. Vermits zij evenwel vrijwilligers bij de Waffen-SS waren, over wie het Belgisch gerecht geen jurisdictie had, werden ze echter aan de Duitsers overgeleverd. Himmler en de diensten van Jonkelaus zorgden er dan voor dat zij ook uit de Duitse gevangenis vrijkwamen en met stille trom bij de Waffen-SS Stormbrigade Walloniën aan het Oostfront werden ingelijfd. Hieruit blijkt dan meteen dat ook de daders van represailleacties uit de collaboratie tijdens de bezetting ongestraft bleven. De bezetter hield hun duidelijk de hand boven het hoofd. De daders van de drievoudige moord te Luik handelden ongetwijfeld op bevel van Lambinon, doch zonder voorkennis van Matthijs. Nochtans was Lambinon formeel de ondergeschikte van Matthijs. Charles Lambinon, le chef du DSI, il était comment? Un individu nerveux, froid, intelligent, opportuniste. Ça, c'était ses principales caractéristiques. Mais souvent en conflit, souvent, assez souvent pour rectifier, avec Matthijs Lubin, parce qu'il prenait des initiatives qu'il n'avait pas à prendre. Et là, nous revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand même ils ont eu l'autorisation d'arrêter des gens avec le SD, les Allemands, etc., ils ne communiquaient pas certaines choses, et que là, quand il les communiquait à l'état-major, ou que ça tombait dans les oreilles de l'état-major, en l'occurrence de Victor Matthijs, il avait, je ne dirais pas un blâme, mais on lui faisait quand même remarquer qu'il dépassait les limites de ce qui était permis, ce qui était autorisé. Gelegenheid tot optreden, al dan niet met instemming van de Duitsers en van de Rijksleiding, had Charles Lambinon genoeg. De 30 januari 1944 werden te Auvelais niet alleen de rexistische chef de cercle van de stad Namen, maar ook zijn vrouw neergeschoten. De Philippe Ville was de chef de groep van Rex het slachtoffer. Zondagochtend trokken 5 DSI-leden onder leiding van Lambinon naar de woning hier achter mij van de gewezen liberale minister en provinciegouverneur François Beauvais te Namen. Deze had nochtans met de liquidatie door het verzet niets te maken. Maar het feit dat hij een andersdenkende vooraanstaande en daarenboven een vrijmetselaar was, vormde voor de rexisten al een voldoende reden om hem heel eenvoudig van kant te maken. Madame Jeanne Beauvais, vous êtes la fille de feu François Beauvais, qui a été de 1932 à 1937 plusieurs fois ministre et à partir de 1937 gouverneur de la province de Namur. Votre père a-t-il pu rester gouverneur pendant la guerre? Non, il a été destitué en 1940 et a repris sa profession d'avocat. Dès 1941, mon père ainsi que d'autres personnalités namuroises a été pris comme otage pour convoyer des trains afin de dissuader les Alliés de bombarder ces trains. Et alors, à la Noël 1941, nous avions passé en famille un petit réveillon. Bien sûr, on avait peut-être bu un petit peu plus que d'habitude. Et en repassant devant un local qui était occupé par les rexistes, mon père s'est adressé à un rexiste en lui traitant de salboche. Le lendemain... Salboche? Salboche. Pendant la guerre? Oui. Oui, il a eu des conséquences, évidemment. Évidemment, le lendemain, la Gestapo est venue l'arrêter, ainsi que mon mari, René Clause. Mon mari, heureusement, a été libéré quelques heures après, et mon père a été à ce moment-là arrêté et envoyé à Saint-Gilles, où il est resté 6 mois à Bruxelles, donc à la prison de Saint-Gilles. Ah oui. Mais votre père, là, il recevait déjà, pendant la guerre, au début de la guerre, donc des
des lettres, par exemple, anonymes, oui, le il menaçant. recevait des lettres de menaces et il avait peur, malgré tout, et ses amis lui demandaient, le suppliaient de quitter la Belgique. Mais sinon, mon père n'est pas parti, c'est parce qu'il ne voulait pas laisser ma mère sans ressources. Mon père et ma mère n'étaient pas fortunés. Et puis, nous étions des jeunes gens. Et Les enfants. De grands enfants, des jeunes gens. Et mon père voulait encore nous aider. Ah oui. Oui. Mais est-ce qu'il est resté chez lui, passer les nuits, par exemple? Non. À partir de ce moment, il avait décidé... Début 44, donc. Je pense, oui, 43. Oui, déjà. Oui, il avait décidé de venir dormir chez moi. J'habitais quelques maisons voisines, à quelques maisons voisines de chez mes parents. Et il venait tous les soirs. Pour passer la nuit? Pour passer la nuit, uniquement. Ah oui. Et il restait chez lui dans la journée. Ah oui. Et puis, la veille de sa mort, malheureusement, il était rentré assez tard de Bruxelles, où il était allé voir mon frère qui venait d'avoir un bébé. Et il avait encore beaucoup de travail. Il a décidé à ce moment-là de ne pas venir loger chez moi. Il a travaillé très tard. Et c'est comme ça que le lendemain matin, le 1er février, les rexistes l'ont trouvé chez lui. Ah oui. Votre père faisait-il partie de la résistance? Non, il ne faisait pas partie de la résistance, mais il avait des contacts réguliers avec des membres de la résistance à qui il remettait des renseignements qu'on lui avait demandés sur la situation en Belgique. Et ces renseignements étaient envoyés à Londres. Pour faire passer à Londres. Pour faire passer à Londres, oui. Mais les rexistes n'ont pas oublié votre père. Vous parlez donc maintenant du 1er février. Oui. Donc, il est rentré, il a logé chez lui. Et le 1er février, à 7 h du matin, on a sonné. Mon père a regardé par la fenêtre, a vu qu'il y avait 3 hommes devant la porte et a dit à la bonne, « N'ouvrez pas ». Mais comme ils insistaient, mon père a dit « Ouvrez ». À ce moment-là, 3 hommes ont pénétré dans la maison. 2 étaient habillés, avaient revêtu l'uniforme allemand, et un était en civil. C'était des rexistes. Et un des 2 a voulu aller à l'étage, est monté jusqu'au 1er étage, et là a frappé contre une porte en demandant à mon père de sortir. Mon père a dit, écoutez, laissez-moi quelques minutes, que je puisse quand même me vêtir. Mon père et ma mère sont sortis de la chambre. À ce moment-là, le rexiste a dit, suivez-nous. Mon père a dit, écoutez, je ne vous suivrai pas, montrez-moi vos papiers. Si vous êtes de la Gestapo, je vous suivrai. Ils n'étaient pas de la Gestapo, c'était des rexistes. Ils ont demandé à mon père de descendre, et en arrivant dans le petit hall, ils ont dit, suivez-nous, suivez-nous. Mon père a dit, non, je ne vous suivrai pas. Gouverneur Boves moest op een verlaten plek in de omgeving worden neergeschoten. Maar gezien zijn weigering om de rexisten te vergezellen, ging Émile Boulard vragen aan Charles Lambinon, de chef-doder van Rex, die buiten in de auto was gebleven, wat er nu moest gebeuren. Onmiddellijk doodschieten, beval Lambinon. Et ils l'ont abattu. Mais à ce moment-là, mon père a eu un sursaut, un dernier sursaut d'énergie, et a pensé qu'il pouvait peut-être se sauver du côté du jardin. Il a traversé la maison. Il est arrivé vers la sortie du jardin et la bonne a dit « Monsieur, ne sortez pas, il y a un rexiste qui vous guette là-bas à la sortie du jardin ». Mais ça n'a duré quelques secondes. Il était déjà à bout, votre à ce moment-là, mon père s'est affalé, il était donc mort. Et tout cela s'est passé devant les yeux de ma mère. Oui, tout ça s'est passé devant les yeux de ma mère. A-t-on retrouvé les tueurs après la guerre, madame? Il y a eu un procès. Et on a retrouvé 2 rexistes, un certain De Pau et un certain Van Nim, qui ont été donc condamnés à mort et fusillés, exécutés à la citadelle de Namur à 5 h du matin. Mais il y en a un dont on n'a plus jamais entendu parler, qu'on n'a jamais retrouvé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Vous étiez contente de savoir que les tueurs étaient fusillés? Ah oui, c'était un soulagement, un très très grand soulagement. Parce qu'on peut encore comprendre que les rexistes aient essayé de tuer des résistants qui avaient tué des leurs, enfin, et qu'à ce moment-là, ils aient tout fait pour les retrouver et les abattre. Mais ici, mon père n'avait absolument rien à voir avec ça, absolument.
Voor het uitvoeren van represailles was er niet enkele DSI. In 1943 werd de militie van Rex, de Formation de Combat, omgevormd. Wegens de onpopulariteit van Rex en ook wegens de wervingen voor Oostfront en paramilitaire formaties was deze militie trouwens bijna leeggelopen. Een van de nieuwe afdelingen was de Formation B. De werving hiervoor werd vergemakkelijkt doordat de leden van de Formation B werden vrijgesteld van verplichte arbeid in Duitsland. In mei 1944 telde die nieuwe formatie 460 man. Premièrement, la formation B avait été faite pour monter la garde dans les bâtiments de Rex, qui étaient disséminés un peu ici partout à Bruxelles et en province, et pour être garde-corps de différentes personnalités du mouvement, etc. Maar daarmee is zeker niet alles gezegd over de Formation B. Jong Claus wilde van deze formatie de Waalse tegenhanger maken van de Vlaamse SS. En daarom drong hij de SS-gezinde advocaat uit Charleroi, Joseph Pevenas, als leider op. Vooral in de provincies Henegouwen en Namen heeft deze Formation B een sinistere reputatie verworven. Uit de lange reeks van bloedige acties nemen we slechts één voorbeeld. Een voorbeeld dat ze hier in deze villa, te Mont-sur-Marchienne bij Charleroi, heeft voorgedaan. Marie-Louise Yernaud, vous êtes la fille de feu Jules Yernaud, ministre de l'Instruction publique dans le cabinet Teunis d'avant-guerre et directeur général de l'Université du Travail ici à Charleroi. Pendant la nuit du 28 au 29 juillet 1944, votre père a été tué par des rexistes. Jusque-là, votre père était-il toujours directeur général de cette université? Non, il avait été écarté par les Allemands de toutes ses fonctions officielles sous la pression du pouvoir rexiste. Votre père avait-il déjà été menacé par les rexistes? Il recevait constamment des lettres anonymes et des coups de téléphone très fréquents, de menaces. Je crois que votre père était franc-maçon. Oui. Et il était grand maître du Grand Orient de Belgique. Et par les rexistes avaient pillé le document des loges et avaient publié un livre contenant tous les noms des francs-maçons. Et il y figurait. Comment, madame, votre père a-t-il été tué? Il a été tué à coups de mitraillette. Il avait 8 balles dans la tête et après nous avons retrouvé encore des balles dans le plancher de la chambre. Il avait perdu beaucoup de sang. Il avait perdu beaucoup de sang. Savez-vous par qui votre père a été tué? Vous m'avez parlé d'une bande de tueurs. C'était quelle bande? C'était la bande Avers, célèbre à Charleroi. Ils étaient 7 à 8 personnes, vous dites. Oui. Et vous avez pu reconnaître après la guerre qui en faisait partie. Oui, surtout Avers, puisque... Jean Avers. Jean Avers. C'était un ancien séminariste qui avait été écarté. Mis dehors du séminaire. Mis dehors du séminaire pour raison de moralité. Et qui était un dévoyé. Vous avez été confronté avec lui après la guerre? Oui, certainement. À l'auditorat militaire, j'ai été confronté et il était une véritable locumène. Pourquoi? Il avait été battu, comme toujours, quand on les prenait, et il m'a demandé pardon, mais je lui ai répondu jamais, que je ne lui pardonnerai jamais. Ça, jamais. Jamais. De blinde represailles waren aldus ontketend. Telkens moesten notabelen het hierbij ontgelden. 2 weken later vermoorden leden van diezelfde Formation B graaf d'Outremont en zijn gouvernante in hun kasteel te Am-sur-Eure. Aan het ontketenen van deze golf van geweld was het feit niet vreemd dat de jongere broer van Léon Degrelle, de apotheker Édouard Degrelle, te Bouillon door 2 verzetslui werd neergeschoten. We hebben getracht met enkele getuigen de gebeurtenissen hier te Bouillon te reconstrueren. Hierbij zijn we ook geholpen geworden door Jean Frérot uit Virton, maar die lange tijd in Bouillon heeft gewoond en die vele jaren heeft gewerkt aan een biografie van Léon Degrelle.
Madame Gilles, vous aviez quel âge en 1944? 7 ans. Et vos parents, connaissaient-ils bien Édouard de Grelle? Très bien. Il habitait là, en face. Ah oui. Il venait boire sa tasse de café. Il venait chauffer son café tous les jours à la maison. Je crois que votre père, Louis Gilles, a encore parlé avec Édouard juste avant que celui-ci ait été exécuté. Oui, il y avait 2 clients dans sa pharmacie et papa lui a dit « Allez, Édouard, va-t'en, il y a 2 clients qui t'attendent. » Je me trouvais là sur le seuil de ma porte quand j'ai vu 2 gars qui descendaient du pont, n'est-ce pas? Oui. Qui sont descendus. Il y en a un qui... Le long de la Semois, là. Le long de la Semois. Il Oui. s'est appuyé là sur la balustrade, Oui. pendant que l'autre allait vers l'officine, Ah oui, là au coin, là. Oui. là au coin. Hein. Et c'est là qu'il a tiré. Et c'est là... Il qu'il était a- seul, donc, pour Il tirer. était seul pour tirer. Et qu'est-ce que vous avez entendu comme coup? J'ai entendu 3 coups. Et après, vous avez pu constater... Constaté qu'il y en avait une balle ici, Dans le nez. une dans le nez et une balle dans la tempe et une dans la nuque. Ah oui. Il était saigné comme un cochon. Et alors, l'autre a quitté sa place et ils sont sauvés vraiment en courant Dans la petite dans ruelle. la petite ruelle. Ils Ah sont oui. tournés par la droite. Ah oui. Avez-vous reconnu les 2 Je résistants? n'ai pas reconnu les 2 résistants, mais mon frère m'a averti que c'était des types de Bellevaux. Avez-vous vu les 2 résistants? Oui, je les ai vus. Ils nous ont braqué le revolver à nous 2 papas. Ah, vous êtes sortis de votre On maison? est Avec sortis de votre la père? maison avec nous 2 papas. Ils nous ont braqué le revolver et papa m'a vite fait rentrer. Au moment où ils prenaient la fuite. Au moment où ils prenaient la fuite. Étaient-ils masqués? Non. Et ils ont fui par où? Ils ont monté la ruelle. Ils ont monté la ruelle là. Ah oui. Votre père vous a-t-il dit qu'il avait reconnu les 2 résistants? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, j'ai pas de le dire. Oui, vous n'aimez pas, mais il faut bien, madame. C'est pour l'histoire. Oui, pour l'histoire, mais mon père est mort. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit concernant les 2 résistants qu'il avait reconnus? Il m'a dit que c'était 2 hommes de Bellevaux. De Bellevaux. Oui. Monsieur Jean-Gustin, pendant la guerre, à partir du début de 1941, vous avez fondé comme chef de groupe un noyau de la Légion belge avec 220 chasseurs ardennais. 220, donc précisément, une légion belge qui deviendra plus tard l'armée secrète dans la région de la Basse-Semois, allant de Bohan à Bouillon. Vous êtes sûrement au courant de l'assassinat d'Édouard de Grelle. Eh oui, Savez-vous qui a tué Édouard de Grelle? eh oui. C'était qui? Victor Gourmet et Dogo. Albert Dogo. oui. Albert Dogo. Vous les avez connus, ces deux-là? Mais certainement. Certainement. Ils se cachaient où? Ben, ils étaient originaires de Bellevaux, tout près de Bouillon. Ah. Mais ils se cachaient. Dogo était un réfractaire. Gourmet, lui, était un homme du village. Il était boulanger d'abord, à Bellevaux. À Bellevaux. Beide verzetslui maakten deel uit van sector 7 van zone 5 van het geheim leger. Beide zijn overleden, evenals de commandant van sector 7, reservemajoor Louis Vrijs de Veubeke. Voor zijn adjunct, de latere paracolonel en parlementslid Jean Militis, kan het niet anders of Gourmet en Dogo hadden bevel van hogerhand gekregen. Je crois pouvoir dire que les 2 hommes avaient reçu l'ordre d'abattre Édouard de Grelle. De l'abattre, je n'aime pas beaucoup le mot, de l'exécuter, parce que c'est certain qu'il y a eu un jugement précédant l'exécution. Pour être clair, l'ordre d'exécuter Édouard de Grelle venait de qui? D'après moi, l'ordre d'exécution venait du commandant du secteur 7 et des autorités supérieures de l'armée secrète, c'est-à-dire du commandant de la zone 5, voire du commandant en chef de l'armée secrète. Je ne conçois pas que le major Vrijs de Veubeke, dit major honoré, docteur en droit, ait fait exécuter quelqu'un sans avoir été couvert
d'abord par un jugement, par en tout cas une sorte de délibération, de conseil de guerre, mais secret évidemment. Oui, de la résistance. De la résistance, oui, ça ne se passait pas au palais de justice d'Arlon, forcément, à l'époque. Non, non. De commandant voor de streek van Bouillon, ex-notaris Robert, de onmiddellijke chef van Gourmet en Dogo, is niet tot een tv-interview bereid gebleken. Wel tot een gesprek zonder camera en zonder klankapparaat. En daaruit is dan gebleken dat de aanslag op de broer van de Grelle volledig buiten zijn weten om is gebeurd. Maar ook, en dat is dan radicaal in strijd met de verklaring van kolonel Militis, dat geen enkele van de hiërarchische oversten van beide daders tot de aanslag bevel heeft gegeven. Ook André Moyen, chef van de groep de choc van de inlichtingdienst Athos, met verscheiden agenten in deze streek van Bouillon, alsmede Jean Gustin, delen de mening van notaris Robert. Je suis formel à ce sujet qu'il n'y a pas eu d'ordre de la hiérarchie de l'armée secrète pour exécuter Édouard de Grelle. Et que si cette hiérarchie avait été consultée ou avait su ce qui allait se passer, eh bien, elle aurait réagi. L'exécution ou plutôt l'assassinat alors, oui. d'Édouard de Grelle, c'était une exécution sauvage? Pour moi, oui. Et dangereuse. L'ordre, il n'en a pas eu. C'est-à-dire qu'ils ont reçu, ils n'ont rien reçu, mais ils ont décidé eux-mêmes de faire la suppression. Mais s'il n'y a pas eu d'ordre, monsieur, comme vous l'affirmez, comment expliquez-vous que l'exécution d'Édouard de Grelle figure dans un rapport, dont j'ai une photocopie, du 10 juillet 1944, du commandant du secteur 7 au commandant de la zone 5 de l'armée secrète, avec les noms de guerre des deux organisateurs et les numéros des deux exécutants? C'était sûrement pour les couvrir. Over het motief waarom de 8 juli 1944 toch tot de daad werd overgegaan, worden eveneens tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Je savais que M. de Grelle, Édouard de Grelle, était soupçonné de dénoncer des gens. C'était venu par des lettres saisies à Dinan. Ce que j'en savais par des confidences de mon chef de corps, si vous voulez, de mon patron, le colonel Freysevebeek. Je ne crois pas. Ces histoires de rapports. Non, de documents compromettants. De documents compromettants, je ne crois pas. En tout cas, s'il y avait des documents compromettants, pourquoi ne les montre-t-on pas? J'ai insisté pour les avoir, je ne les ai pas encore. Eh bien, vous ne les aurez jamais, c'est ce qui n'existe pas. Avez-vous jamais trouvé des traces des soi-disant activités de dénonciation d'Édouard de Grelle, vous-même? Je considère que c'est tout à fait exclu. On a fait des enquêtes sur la conduite des membres de la famille de Grelle, surtout sa femme. Mais sur les gens de la famille de Grelle à Bouillon, il n'y a jamais rien eu à dire. Mais si vous ne croyez pas à l'existence de ces documents compromettants, comment expliquez-vous alors l'assassinat d'Édouard de Grelle? Oui, mais l'expliquer, c'est assez bizarre, ça, puisque ça a été fait localement, décidé par des hommes comme ça, brutalement, et on a exécuté sans ordre. Oui. C'est ça qu'il y a eu. Voulez-vous dire qu'on a plutôt abattu Édouard de Grelle tout simplement parce qu'il était le frère de Léon de Grelle? Oui, ça justement. C'était pour sûrement cette cause. C'est plutôt criminel qu'autre chose. Comment le pharmacien Édouard de Grelle était-il considéré par la population bouillonnaise pendant l'occupation? Le pharmacien Édouard de Grelle était bien considéré et était en bonne relation avec l'essentiel de la population de Bouillon. Monsieur Frérot, avez-vous jamais trouvé des preuves ou même des indications pour dire qu'Édouard de Grelle a dénoncé? J'ai cherché longuement et je n'ai jamais trouvé ni preuve ni indication cohérente d'une activité dangereuse de Édouard de Grelle pour ses concitoyens, ni dans le domaine des dénonciations, et peut-être, mais même probablement, le contraire. Mais votre père se cachait comme réfractaire, je crois. Oui. Édouard de Grelle le savait? Oui. Et quand il y avait une descente des Allemands, il venait prévenir papa. Et comment votre père gagnait-il sa vie pendant la guerre? Il pêchait à la ligne
Et il vendait son poisson aux hôtels. Et puis après, il a fait du marché noir. Il abattait des bêtes, il les vendait et on vivait avec ça. Et Édouard de Grelle le savait aussi? Oui, il le savait. Il ne l'a jamais dénoncé? Jamais. Votre père n'a-t-il jamais dit quelque chose de négatif sur Édouard de Grelle? Si, il a dit qu'il en avait dénoncé. Les Allemands ont commencé dès 19h à procéder à des arrestations. D'otages? D'otages, de gens, d'hommes, de Bouillon, uniquement des hommes. Une ou deux femmes ont été inquiétées quelques moments, mais n'ont pas été incarcérées à l'hôtel du Panorama au-dessus de la ville à Bouillon. Toute la soirée, les arrestations ont continué. Pendant la nuit, les arrestations ont continué. Et le lendemain, après la messe, les arrestations ont continué. À la sortie de la messe? À la sortie de la messe, le lendemain dimanche, des arrestations ont continué jusqu'à 46 otages qui, le dimanche à midi, ont été chargés dans 2 camions qui ont pris la route d'Arlon. Van Aarle werden de gijzelaars vervolgens naar de citadel van Houy overgebracht. De Duitsers en hun rexistische helpers waren niet aan 50 gijzelaars geraakt, omdat een aantal inwoners van Bouillon na de eerste aanhoudingen de benen hadden genomen. De Duitsers beschikten weliswaar, zoals trouwens overal elders, over een lijst van mogelijke gijzelaars, maar tenslotte werd iedereen opgepakt die ze maar konden vinden. De rechtsleiding was buiten zichzelf over de aanslag op Édouard de Grelle. Zoals in het heet gebakerde klimaat van toen kon verwacht worden, bleef het niet bij aanhoudingen alleen. Enkele rexisten kwamen die zondag uit Brussel naar Bouillon gereden om er hun woede te koelen op een notaris en tevens een politieke tegenstander van de Grelle, als mede op deken Poncelet. Maar die waren niet te vinden. Ze pakten dan maar toevallig iemand anders op, een zekere Marcel Leroy, met wie ze naar de woning van de enige andere apotheker van Bouillon, namelijk Henri Charles, reden. De dochter en de zoon van het dichtbijwonend gezin Laurent waren met hun ouders die avond van de 9 juli 1944 getuigen van hetgeen zich daar afspeelde. Nous étions ensemble avec mon père et ma mère, on était à 4. Et alors nous avons entendu la voiture descendre, nous avons regardé par la fenêtre. Sans l'ouvrir. Sans l'ouvrir. Parce que le couvre-feu était... Derrière les rideaux. Derrière les rideaux. Et nous avons vu alors la voiture s'arrêter devant le pharmacien. 2 messieurs sont sortis, un a été sonné. Au moment où il a sonné, le pharmacien est venu à la fenêtre. Et alors ils ont certainement demandé ce qu'il y avait. Ils ont dit qu'il y avait un blessé. Dans leur voiture, oui. Dans leur voiture. Et c'était qui? C'était M. Marcel Leroy qui était soi-disant le blessé. Ah oui, soi-disant parce qu'il n'était pas du tout blessé. Il n'était pas du tout blessé. Mais il avait été arrêté. Il avait été arrêté. Par ces rexistes. Oui, arrêté comme otage. Sorte d'otage, oui. Oui. Alors le pharmacien est descendu, il a ouvert la porte et de l'extérieur, les rexistes ont tiré. Ah oui. Et alors on a entendu le cri de madame, qui est un cri effrayant. Mais je crois que le lendemain matin, vous avez vu Madame Charles. Oui. Vous lui avez parlé. Je lui ai parlé parce que j'ai été présenter mes condoléances et Madame m'a raconté que si le pharmacien l'avait écouté, il ne descendait pas parce que Madame avait dit ne descends pas. Et le pharmacien a dit je dois y aller, c'est mon devoir. Parce qu'il y a un blessé. Ah. Madame, vous aussi, vous avez connu le pharmacien Charles. Il s'occupait de politique? Absolument pas. C'était un homme très paisible, très calme, très doux et qui n'avait aucune activité au point de vue politique. Il avait probablement ses idées. C'était un homme catholique, donc bon pratiquant, mais c'était un homme qui s'occupait paisible, qui s'occupait de sa pharmacie, de ses enfants. De daders van de aanslag op apotheker Henri Charles waren 3 leden van het DSI uit Brussel. Na de schietpartij vluchtten ze hals over kop, lieten na korte tijd Marcel Leroy op vrije voeten
en werden door Duitse veldgendarmen onder vuur genomen en aangehouden. Maar 24 uur later werden ze op bevel van hun uiteindelijke chef Jonclaus weer vrijgelaten. Hetgeen te Bouillon het meest gevreesd werd, was de verwachte terugkeer van Léon de Grelle, die op het ogenblik van de aanslag op zijn broer trachtte onder de Waalse arbeiders in Duitsland voor het Oostfront te werven. Le dimanche, dans la soirée, Léon de Grelle se trouvant en Basse-Saxe, où il essayait d'embobiner les ouvriers du travail obligatoire en Allemagne, essayant de les embobiner pour la Légion wallonne, apprend par des Allemands, sur un ton relativement hilar, « Tiens, elle est bien bonne, on vient d'apprendre par la radio anglaise que vous avez été abattu à Bouillon. » On s'esclaffe un quart de seconde, et puis subitement on cesse de rire, disant « Oui, mais à Bouillon, il y a mon père et mon frère. » Il s'informe, et il apprend très vite que c'est son frère, Édouard, qui a été tué à Bouillon. Il revient précipitamment en voiture à Bouillon, mais il est stoppé à la frontière grand-ducale. On ne le laisse pas rentrer à Bouillon, sous prétexte qu'un coup de main de la résistance l'attend dans les bois d'Ardenne-Gaume, entre Arlon et Bouillon, et que sa sécurité exige qu'il loge à Arlon. En fait, Strauss, commandant allemand de Liège, a reçu des ordres, notamment de Canaris, d'empêcher de Grelle de rentrer à Bouillon. Mais tenir de Grelle n'est pas si facile que cela. Et Strauss en réfère à son patron, disant de Grelle y va quand même, et il recevra l'ordre d'accompagner de Grelle à Bouillon, ce qu'il fera d'ailleurs le mardi au petit matin. Donc de Grelle passe la nuit? Passe la nuit du lundi 10 au mardi 11. Léon de Grelle passe la nuit à Arlon, où il a connaissance de la liste des 46 otages qui ont été amenés le dimanche à midi à Arlon. Le mardi 11 juillet 1944, 3 nouveaux otages ont été arrêtés. Henri Baudard, secrétaire communal, Louis Baudard, qui n'était pas de la famille, mais qui était employé au ravitaillement, et enfin René Pierlot, qui était directeur de la Bouillonnaise, l'usine donc. Ces 3 étaient-ils des adversaires politiques de la famille de Grelle? On peut dire franchement oui. Ils étaient nettement opposés politiquement à Léon de Grelle, qu'il savait très bien. Croyez-vous que Léon de Grelle connaissait suffisamment la population de Bouillon pour pouvoir désigner lui-même les 3 otages, les 2 Baudard et René Pierlot? Certainement. Certainement. Il semble bien que Léon de Grelle personnellement ait tenu à ce que ce nom soit ajouté à la liste des otages. De 6 kinderen van René Pierlot bleven alleen achter, want hun moeder hadden ze reeds in 1935 verloren. Ça a été un effondrement total. Ça a été atroce, enfin. Pour les 6, nous en sommes toujours marqués, du reste. Nous n'avons jamais oublié, on ne peut pas oublier des choses comme ça, bien sûr. Et ça nous bouleverse encore tous les jours, en y pensant. Mes frères et moi-même, enfin, nous n'osons pas même aborder le sujet ensemble, tellement c'est encore présent à notre esprit. De 13 juli 1944 werd Édouard de Grelle met nogal wat vertoon te Brussel begraven. Dat had zijn broer Léon zo gewild. Zanderdaags zou Léon de Grelle althans en uitsluitend volgens hemzelf een gebaar van grootmoedigheid tegenover de gijzelaars hebben betoond. J'arrive à Bouillon, je retrouve mes parents, le cadavre de mon frère, nous le ramenons à Bruxelles et je raconte à ma mère l'histoire de ces 50 arrêtés de Bouillon. Ma mère, le lendemain matin, quand je descendais, la pauvre était là avec une lettre pour moi dans une enveloppe au pied de l'escalier. Elle n'osait pas me le dire. Et c'était une lettre dans laquelle elle me disait « Je t'en supplie, il y a eu assez de douleur avec la mort d'Édouard. Je t'en supplie, demande qu'on épargne tous ces otages. » Et je dois vous dire que moi, j'avais guère envie. Je trouvais ça abominable, tous ces crimes. Et qu'il était grand temps qu'on mette des types en tôle pour mettre fin à ces assassinats. Pas qu'on les exécute, mais qu'il y ait des mesures de vigueur.
J'ai été chez von Falkenhaus, et il y a eu un témoin précis qui a envoyé le télégramme à Hitler, c'est le commandant Bormann, qui était le bras droit de von Falkenhaus. Et j'ai envoyé, là je l'ai envoyé, et c'est von Falkenhaus qui l'a transmis. C'était donc pas du tout la Gestapo, c'était la Wehrmacht. Et le gouvernement militaire, c'est lui qui avait le plus d'autorité pour ça, près d'Hitler. J'ai fait envoyer un télégramme demandant la grâce des 50 otages. Voilà, ça, je l'ai fait. Bon. Quelques heures après, le major Baumann revient à ma maison, Drève-de-Lorraine, avec la réponse. 30 étaient graciés. 30 étaient graciés. Ma mère s'est mise à pleurer, elle a dit, mais il faut les gracier tous, c'est pas possible. Moi, de lui dire, mais maman, tu t'imagines pas, si on gracie tout le monde, on va encore retuer des tas de gens. Et elle a dit, écoute, je suis ta mère. Je te le demande, je suis ta mère, sois un bon fils, fais-le pour me faire plaisir. J'y ai été, on a renvoyé un deuxième télégramme à Hitler, et on a reçu un deuxième télégramme d'Hitler graciant tout le monde. Et c'est tellement exact qu'ils ont tous évité la mort. C'est comme ça, ils sont revenus après la guerre. À part l'une ou l'autre qui est mort de maladie, ou comme ça, mais tout le monde est resté en prison, mais a été gracié. Het verhaal van Léon de Grelle is van A tot Z verzonnen. Eduard de Grelle werd de 13 juli 1944 begraven, uitgerekend op de dag waarop von Falkenhausen door Hitler als militair bevelshaber voor België en Noord-Frankrijk werd afgezet. Von Falkenhausen had dus in de ogen van Hitler geen enkele bevoegdheid meer toen de Grelle de inmiddels afgezette militair bevelshaber om tussenkomst zou verzocht hebben. Overigens besliste niet Hitler over het al dan niet neerschieten van gijzelaars. Die bevoegdheid lag uitsluitend bij von Falkenhausen en nadien bij diens opvolger Jan Claus. Er moest dus op geen enkele manier bij Hitler worden aangedrongen. Ten slotte waren de 50 aangehouden gijzelaars zogeheten Wahlgeisel. Dit wil zeggen gijzelaars die hoe dan ook niet voor terechtstelling in aanmerking kwamen. In tegenstelling tot de reeds eerder aangehouden politieke gevangenen. Von Falkenhausen heeft zich steeds aan dit standpunt gehouden. Er was dus geen enkele reden om voor deze gijzelaars om genade te verzoeken, vermits ze toch niet zouden terechtgesteld worden. Dat er nadien toch 3 werden neergeschoten, mag als een persoonlijke wraak van Léon de Grelle worden beschouwd, zoals trouwens nog zal blijken. En vooral mag het dan wel zeer eigenaardig genoemd worden dat Léon de Grelle de 12 augustus 1944 van op het Oostfront aan zijn secretaris in België schreef: vooral geen gevoeligheid tegenover de gijzelaars. Gijzelaars voor wie hij zogezegd ten gunste had gesproken. Het verhaal dat de Grelle zo even heeft opgedist is niet alleen verzonnen, maar het is ook en vooral een rookgordijn om een stap die de Rijksleider wel heeft gedaan te verhullen. Toujours est-il que on a retrouvé autre chose comme télégramme, un blitz-télégramme envoyé le même jour par de Grelle à Himmler, demandant bien autre chose que la grâce des otages bouillonnés, demandant à Himmler une sorte de mise en demeure à Himmler, disant, écoutez, si ça continue comme ça, que l'on abatte nos sympathisants en Belgique, moi je retire toutes mes troupes du front, je veux que l'on poursuive particulièrement tous les anglophiles du pays, et je demande, entre autres, disait-il, 100 exécutions, dont 25 de l'arrondissement de Bouillon. Het telegram dat Jan Claus de 14 juli 1944 op verzoek van de Grelle aan Himmler stuurde, werd door de historicus Albert de Jonge in de Duitse archieven ontdekt. Het telegram begon met volgende krachtige zinsnede. Mijn broer mag niet om niets vermoord zijn. Zijn offer heeft alleen maar betekenis wanneer van nu af aan hier eindelijk een politiek wordt gevoerd waarin men de Duitse sterke hand voelt. Die sterke hand moest volgens de Grelle tot uiting komen in de fusillering van 100 gijzelaars en in de aanhouding van, en wij citeren nu, alle verwanten van leidinggevende personen die vroeger naar Londen zijn gevlucht. Verre van enige tussenkomst ten gunste van de aangehouden gijzelaars heeft de Grelle in werkelijkheid de terechtstelling van 100 notabelen gevraagd, onder wie 25 uit Bouillon zelf. Het is nu wel duidelijk waarom de Grelle loochent dat hij dit telegram heeft doen verzenden.
Est-ce que j'ai pu remettre un texte d'un télégramme ou demander à Young-Claus d'envoyer un télégramme de moi à ce sujet? Je réponds de la façon la plus catégorique, non. Et j'en donne les preuves. Young-Claus est un menteur, alors? Il s'est servi de mon nom. Il est menteur, si vous voulez, mais il s'est servi de mon nom pour une bonne raison. Il y avait un an à cette époque-là que je n'avais plus vu Young-Claus. Het beste bewijs dat bedoeld door Leon de Grelle opgesteld telegram wel degelijk werd verzonden, ligt in het antwoord van Himmler dat als volgt aanvangt. Beste Young-Claus, groet de Grelle voor mij. Er is in België een absolute koersverandering op komst. Zijn broer zal niet nutteloos gevallen zijn. La réponse d'Himmler viendra le 17, sauf erreur. Elle sera transmise en Léon de Grelle par Young-Claus, bien connu à Bruxelles. C'est nein. Himmler ne veut pas entendre parler de ces 100 exécutions ni des 25 de Bouillon. Mais par contre, il confirme une intensification sérieuse de la contre-terreur. Les mesures deviennent drastiques. Il est clair que le climat chez les Allemands est très malsain. Les Américains sont à quelques centaines de kilomètres. C'est la grande débâcle sur le front de l'Ouest. Ils sont très mal pris. De radicale koerswijziging waarop Himmler in zijn antwoord zinspeelde kwam reeds zanderdaags de 18 juli 1944. De vervanging van het militair bestuur door een civielverwaltung en vooral de door Himmler zo lang verwachte benoeming van Young-Claus tot chef van de Duitse politie in België. Het telegram van de Grelle aan Himmler had overigens verregaande politieke gevolgen, want in zijn antwoord gaf Himmler aan Young-Claus de opdracht tot radicale tegenterreur of het neerschieten van de schuldigen zonder enige vorm van proces te doen overgaan. Het hek was van de dam. De Grelle heeft trouwens van deze radicale koerswijziging al vlug gebruik gemaakt. Want het is opvallend dat de 3 gijzelaars, wier naam Leon de Grelle dadelijk na zijn terugkeer in België aan de reeds bestaande gijzelaarslijst had doen toevoegen, de 21 juli 1944 van de overige gijzelaars werden gescheiden en dat is hun noodlottig geworden. Et c'est ce jour-là que les 3 otages, les 2 Baudard et Pierlot, qui sont à Arlon depuis 10 jours, sont ramenés à Bouillon à 13h30 environ, dans le bois de la Gernelle, à 2,5 km, 3 km au-dessus de Bouillon, sur la route de Corbillon, et abattus d'une manière absolument crapuleuse. Tirés dans le dos. Tirés dans le dos, tirés partout. Soi-disant parce qu'ils voulaient s'évader. Soi-disant parce qu'ils voulaient s'évader. Les hommes qui avaient 54, 57 ans à ce moment-là s'évadaient devant les mitraillettes allemandes. Bon. Mais les Allemands sont venus dire à l'hôtel de ville, nous avons abattu 3 terroristes, allez reconnaître les corps. L'agent de police Ovard, parlant allemand, a servi d'interprète. Et il est allé pour reconnaître les corps et il a pris en route un jeune prêtre qui était dans Bouillon. Et dans les 3 morts qu'ils ont trouvés, il y avait entre autres le père de ce jeune prêtre qui avait été pris en ville pour aller aider Ovard à reconnaître les corps. Na het neerschieten van Édouard de Grelle heeft Himmler dus het licht op groen gezet voor een blinde tegenterreur. De Rijksleiding en haar politieformaties maakten daar ook gebruik van. Nadat de 20 augustus 1944 een aanslag was gepleegd op een Rijksistische advocaat te Brussel, besloot de Rijksleiding tot een grootscheepse represailleactie die aan de brigade Z van het DSI werd toevertrouwd. De keuze viel op 5 vooraanstaande magistraten en advocaten bij het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie te Brussel.
4 van de 5 konden tijdig verwittigd worden, dankzij onze DSI-man die in het laatste bezettingsjaar dubbel spel speelde om zijn vel te redden. Ook stafhouder Braffort kreeg weliswaar een telefoonoproep, maar hij begreep de betekenis hiervan niet. Hem stond bijgevolg het ergste te wachten toen 5 leden van de brigade Z hem in de nacht van 23 op 24 augustus 1944 te zijnen huizen kwamen oppakken. Braffort werd naar de DSI-lokalen aan het Roepenplein overgebracht. Hij werd er door leden van de brigade Z zeer zwaar mishandeld, zo zwaar dat hij op sterven na dood naar Wambeek in het Pajottenland werd gebracht, waar hij werd afgemaakt. Ook voor de moord op Braffort is Lambinon verantwoordelijk. Tijdens de laatste weken van de bezetting werd omzeggens dagelijks gemoord. We besluiten met een van de vele drama's van toen. De 25 juli 1944 werd te Waver de lokale reksleider Odile Lallemand neergeschoten. Kort daarop volgde de repliek van de reksisten. De 6e augustus 1944 doodde zij de socialistische verzetsman en burgemeester van Waver, Alphonse Bosch, samen met 3 andere verzetslui. Het Vlaamse landbouwersgezin van Odile Lallemand was in 1934 reeds vanuit Kaaskerke bij Diksmuiden naar Waals-Brabant getrokken en had er hier te Waver deze hoeve gepacht met 70 hectare grond, omdat er in West-Vlaanderen onvoldoende grond was om uit te breiden. Odile Lallemand was als gewezen oud-strijder van 1418 een uitgesproken Vlaamsgezinde man, wat hem blijkbaar niet had belet als voorstander van de nieuwe orde naar het reksisme over te stappen en tijdens de oorlog chef van Reks te Waver te worden. De vorige pachter, Alphonse Bosch, was bij het verlaten van de hoeve in 1934 paardenfokker geworden en bekleedde reeds voor de oorlog het ambt van socialistische schepen van Waver. Tijdens de oorlog had hij op aandringen van de 3 traditionele partijen aanvaard met ingang van de 1 april 1941 het burgemeesterschap op zich te nemen om dit uit de handen van de reksisten te houden die daardoor in hun ambities werden gedwarsboomd. Ik geloof dat hij in feite een hinderpaal was voor de benoeming van mijn vader als schepen van Waver. Votre père, mademoiselle, faisait-il la résistance en tant que bourgmestre? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il faisait par exemple? Il aidait des réfractaires, il cachait des Anglais. Des aviateurs? Des aviateurs anglais alliés. On a émis chez lui pour l'Angleterre. Ah oui. Il paraît qu'il aurait aussi refusé de livrer la liste des chômeurs de Waver. Oui. Est-il vrai que votre père avait donné à la commandature de Nivelles une liste de fermiers qui n'avaient pas fait suffisamment de fournitures de bétail et de produits agricoles? Et sur cette liste-là se trouvait le nom d'Odile Lallemand. Et de ce fait-là, l'Allemand a été incarcéré dans la prison de Nivelles pendant quelques semaines. Oui, il a été incarcéré à la prison de Nivelles. Madame n'a rien fait pour l'en sortir. Madame Lallemand? Madame Lallemand n'a rien fait pour en sortir. Pourquoi? Est-ce qu'elle pouvait faire quelque chose? Oui, elle était très bien avec les Allemands. Comment ça, très bien? Elle les recevait et elle était chez elle? Oui. La famille Lallemand était-elle considérée comme rexiste? Oui. Il y avait la mère? Il y avait la mère et la fille surtout. La fille? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle était dans? Cheftaine. Cheftaine de Rex? De Rex, oui. Ah, oui. Et la mère? La mère, elle allait au cinéma avec les Allemands, tous les mardis. Avec qui? Avec les officiers, les soldats qui venaient la chercher et la reconduire. Oui. Des officiers allemands dont un elle avait connu à la guerre 14-18. Ah, et qui est revenu à Waver? Qui était revenu à Waver et qu'elle avait retrouvé. Mais il y avait aussi un fils qui avait à ce moment-là 15 ans. André. André qui, lui, a été envoyé en Allemagne. Par sa mère? Par la famille, oui. Oui. Pourquoi faire là-bas? Pour être militaire allemand. Ah oui. Mais il y avait quand même aussi le père. Vous ne parlez pas du père. Dans le fond, je pense que c'était un brave homme qui n'avait pas grand-chose à dire chez lui. C'était la femme qui décidait. Oui. Et c'est précisément le mari qui, selon vous,
n'était pas très rexiste, qui a été assassiné par des résistants. Oui, malheureusement. Mais on se pose la question, pourquoi on va l'assassiner alors? Parce que la famille était allemande. Il a payé à la place de sa sa famille, je pense. Eigenlijk stond het hele huisgezin bekend als, willen we zeggen, een collaboratiehuishouden. En wellicht heeft dat dan aanleiding gegeven tot een sterke animositeit bij de andersdenkenden in Waveren. Want de 25 juli 1944 is wel een bijzondere dag voor u en voor uw huisgenoten geweest. Hè? Oh ja. Wat heeft ze daar zich voor gedaan? Mijn vader werd op 25 juli 's avonds doodgeschoten. En in welke omstandigheden is dat gebeurd? Dat is gebeurd in omstandigheden tussen donker en klaar. Als hij naar zijn veld ging, dan bleef hij weg. En we werden ongerust. En we beginnen denken dat er hem iets overkomen was. Omdat het sluitingsuur waarop je op straat mocht zijn, maar tot 10 uur was. Ah ja, het sperruur, ja. Ja. Het gezin Lallemand belde de Belgische Rijkswacht op, maar die zou geen enkel manschap ter beschikking hebben gehad. Om 9:30 s'avonds zouden die allen op controle zijn geweest. Hetzelfde antwoord kreeg men van de plaatselijke politie. Dan werd maar de Duitse veldgendarmerie opgebeld. Die zijn wel gekomen. Ja, de welmannen. Ja. En wat hebben die dan gedaan? Zijn die op zoek gegaan? Die zijn op zoek gegaan. Het heeft niet lang geduurd. En ze hadden mijn vader gevonden in de veldweg. Mijn vader is vermoord met 5 schoten in het hoofd. Van kort bij gedaan. Ik vermoed dan dat de rexisten van Waver het lijk zijn komen groeten van uw vader. In het sterfhuis bij jullie thuis. Ja. En is het zo dat zij daar dus herhaalde malen zijn samengekomen? Een paar keer zijn ze samengekomen. Goed, was uw moeder en u zelf, beide dus, op de hoogte van het feit dat men daar in dat sterfhuis beslist heeft dat men tot represailles zou overgaan? Ik zeg uw moeder en uzelf. Ik zal niet zeggen dat mijn moeder en ik er helemaal niks van af wist. Dus u wil zeggen dat uw moeder en uzelf daar wel van afwisten? Ja. Heeft moeder en uzelf zich akkoord verklaard met het vermoorden van die 4, omdat je, laten we zeggen, woest waart over het vermoorden van uw vader? Ik denk dat we zodanig onder druk leefden in die moment. Dat u zich maar akkoord heeft verklaard dus met het vermoorden van een 4-tal. Ja. En waarom precies Bos? Want van in het begin, als er van represailles sprake was, is de naam van Bos opgedoken. Waarom precies Bos? Omdat hij een spel was tussen de rexisten en... Omdat hij wat was? Omdat hij gekant was tegen de rexisten. Wie heeft de leiding genomen bij de beslissing tot represailles over te gaan? Dat is zeker heer Simard. 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 En die had als functie in Rex? Cerkelleider van... Chef de cercle, ja, van Rex. Uit het gerechtelijk onderzoek is gebleken dat rexisten van Waver het gerucht hadden verspreid, opzettelijk, dat Bos verantwoordelijk was voor de dood van uw vader. Maar hadden ze daarvoor enig bewijs? Dat kunnen ze niet bewijzen. Ook wij niet. De aanslag op Bos, die met zijn gezin woonde hier in dit herenhuis, vlakbij de hoeve van Lallemand, werd weliswaar in de rexistische kringen van Waver gepland. Maar de actie werd op het DSI-hoofdkwartier besproken en in overleg met DSI-chef Lambinon uitgevoerd.
Bosch stond trouwens al in 1942 bovenaan een gijzelaarslijst die door de plaatselijke rexisten hier in Waver was opgesteld. Est-il vrai que votre père avait été averti par un rexiste qu'on allait le tuer? Oui. Ce rexiste, c'était qui? Monsieur Simard. Joseph Simard? Oui. Mais c'était le chef de Rex pour tout le Brabant wallon? Oui. Et c'est lui qui est venu chez votre père? À l'hôtel communal de Wavre, oui. Mais pourquoi votre père ne s'est-il pas caché quand on l'a averti? Parce qu'il devait avoir une réunion avec Bourdieu, Jean Car et puis Van Humbeek à la maison. Quand ça? Le dimanche. Ah, le dimanche, le 6 août? Le 6 août. Le jour où votre père a été assassiné? Oui. Et cette réunion, donc, a eu lieu? A eu lieu, oui. Ils ont été ramassés tous. Mais ces trois personnes, faisaient-elles aussi partie de la résistance? Faisaient partie de la résistance, oui. Et quelle était la raison pour laquelle ils étaient en réunion dans la maison de votre père? Pour discuter pour le voyage du prince Charles. Le voyage du prince Charles? Oui. Le voyage vers où? Vers l'Angleterre. Eind juli 1944 had prins Karel inderdaad via een in België geparachuteerde agent van de staatsveiligheid de wens uitgesproken per vliegtuig naar Engeland te vertrekken. Sinds de wegvoering in juni 1944 van zijn broer, koning Leopold, naar Duitsland, leefde prins Karel ondergedoken en vreesde hij aangehouden te worden. De Belgische regering, die de troon bij de bevrijding liever bezet dan leeg zag brood in dat voorstel. De 4 augustus 1944 werd André Wendelen met een Brits vliegtuig geparachuteerd om het vertrek van de prins te organiseren. De bedoeling was dat prins Karel met een klein vliegtuig zou opgepikt worden in de buurt van Ciney. Maar de Royal Air Force aanvaarde het voorgestelde terrein niet. De toenemende nervositeit van de Duitsers en de snelle vooruitgang van de geallieerden deed de verantwoordelijke van de groep G, die de operatie moesten organiseren, van het plan afzien. Et c'est comme ça que votre père n'est pas allé se cacher? Il ne voulait pas partir avant le lundi. Ah oui, parce il a voulu s'occuper du départ du prince Charles. Oui. Alors, votre père était en réunion avec ses trois amis de la résistance. Oui. Ce dimanche-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a sonné. Vers quelle heure? Vers midi. Vous étiez là? J'étais là, oui. Papa est allé ouvrir la porte, j'ai suivi. Et qu'avez-vous vu? Des rexistes. En uniforme? En uniforme. Ah oui. Dont un officier. Ils étaient combien? 3. 3. 3 en uniforme? En uniforme. Il y avait encore d'autres en civil? Il y en avait 2 en civil à l'extérieur. Ils étaient 5 alors? Ils étaient 5 en tout, oui. Et ils puis, ont fouillé la maison? Celui qui était à l'extérieur a fouillé le garage, a trouvé au garage un revolver que Van Humbeek avait déposé sur la table, et différents papiers, et des timbres, etc. Des documents compromettants. Oui. De la résistance. Oui. Des timbres de ravitaillement. Ils les ont embarqués? Ils les ont embarqués, oui. Et ils les ont emmenés où? Au bois du Val. Où nous sommes? Oui. Là, on les a abattus. À la mitraillette. À la mitraillette. Et papa, ils l'ont signé avec le revolver dans le cou. Signé? Ils ont mis une balle de revolver dans le cou. Ah, oui. Oui, pour être certain de l'avoir tué. Sans doute. Oui, dans la nuque. Dans la nuque. Votre père a-t-il été assassiné par représailles pour l'assassinat d'Odile Lallemand? Probablement. Oui. U weet welke rexisten de represailles hebben uitgevoerd op dat viertal? Alphonse Bosch, Jean Car en de 2 Brusselaars. Enkele legionairs, onder andere Paul Meseta. Ah, Paul Meseta? Ja. Die dus de leiding had genomen van de Jeunesse Légionnaire. Ah, ja. En die Oostfront was geweest, hè? Ja. En dan een speciaal brigade. U bedoelt mannen van de Brigade Z? Ja. Die daartoe speciaal waren samengesteld om zulke zaken te doen. Ja. Ja.
Ik weet ook dat er geen enkel rexist van Waver aan deelgenomen heeft. Ah, maar dat dus... en wie is dan die mannen gaan vragen daar in Brussel? Zeker eerst Simard. Ah, Simard. Ah ja. Dus men had specialisten gaan vragen om die 4 te vermoorden. Volgens Le Pays Réel uit die tijd waren de 4 neergeschoten personen, en ik ga nu aan, reactionairen die vijandig stonden tegenover de nieuwe orde. Vindt u dat dat een voldoende reden was om ze te vermoorden? Nee. Quand vous avez appris l'assassinat de votre père, qu'est-ce que cela a signifié pour vous?